Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder les mises à jour qu'il y a eu pour la version 15 de Next.js. Donc si tu es prêt mon ami, pas de blabla, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties de vidéos. Sinon c'est parti, let's go! Premier changement, lorsqu'on va initialiser un projet avec Next.js, on va voir cette nouvelle option. Est-ce qu'on veut utiliser le Turbo Pack avec NextDev? Alors le Turbo Pack est un outil de building conçu par Vercel qui va améliorer les performances pendant la phase de développement local de votre application. C'est optionnel, mais on peut l'activer et profiter de ses avantages. À savoir que lorsque vous utilisez le Turbo Pack, ça va remplacer le Webpack qui est utilisé par défaut. Voyons ensemble les avantages d'utilisation du Turbo Pack. Ça va se réunir en 3 points. Le premier point sur l'optimisation de la mémoire. Turbo Pack a une utilisation réduite de la mémoire et même les applications complexes vont fonctionner de manière beaucoup plus fluide. Le deuxième point, ça va être sur la compilation qui va être beaucoup plus rapide. Les grandes pages avec de nombreux modules vont se compiler beaucoup plus rapidement et ça va permettre de travailler beaucoup plus efficacement. Et le troisième point, le cache persistant qui consiste à éviter de recompiler les mêmes modules à chaque redémarrage. Donc en gros, Turbo Pack offre des améliorations de performance pendant le développement local avec une mémoire optimisée et une compilation beaucoup plus rapide. Lorsque vous avez fini l'initialisation, on peut se rendre sur le package.json et on peut constater qu'au niveau des scripts, le npm run dev a changé. On a ici 2 tirets Turbo Pack, donc pour utiliser le Turbo Pack vu qu'on l'a activé pendant l'initialisation. Et donc maintenant, lorsque je vais faire un npm run dev, ça ne va pas utiliser le Webpack mais notre Turbo Pack. Deuxième grand changement avec Next.js 15, ça va être sur certaines API qui étaient synchrones et qui maintenant doivent être utilisées de manière asynchrone, ce qui nécessite donc l'utilisation de async et await. Les API concernées vont être les cookies pour récupérer ou manipuler les cookies, headers pour accéder aux entêtes de la requête HTTP, draft mode pour activer ou désactiver le mode brouillon, params qui est utilisé dans les layouts, les pages, etc. pour accéder aux paramètres d'URL et search params pour accéder aux paramètres de la requête. Imaginons qu'on ait un composant ou une page qui utilise les cookies pour vérifier si l'utilisateur est connecté. Avant Next.js 15, on aurait pu accéder au store des cookies et donc ici j'accède au cookie qui s'appelle token. Ça aurait fonctionné, ça ne m'aurait pas provoqué d'erreur, mais ici vu que j'ai Next.js 15, vous voyez ça me provoque une erreur ici. Pourquoi? Parce qu'il faut désormais attendre que la récupération des cookies soit terminée avant de les utiliser. Donc avec Next.js 15, il va falloir déclarer cette fonction asynchrone grâce au mot-clé async. Je rappelle qu'une fonction asynchrone est une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va nous renvoyer une promesse. Et on va pouvoir attendre la récupération des cookies avant de récupérer notre cookie token grâce au mot-clé await qui lui attend que la promesse soit résolue. Et du coup ici, je n'ai plus aucune erreur. Un autre changement qu'il va y avoir, ça va être au niveau des serveurs action. Je rappelle que les serveurs action sont des fonctions côté serveur qui peuvent être appelées depuis le client. Elles sont définies généralement en ajoutant la directive use server en haut d'un fichier et en exportant une ou plusieurs fonctions asynchrones. Ça permet donc d'exécuter du code serveur tout en interagissant avec l'interface utilisateur. C'est très utile pour des actions comme la mise à jour d'un utilisateur ou encore la soumission d'un formulaire. Sauf que même si un serveur action ou une fonction utilitaire n'est pas importée ailleurs dans votre code, elles sont toujours accessibles en tant que point d'extrémité HTTP public et ça peut entraîner une exposition involontaire de certaines fonctions de votre application. Pour remédier à ça, dans Next.js version 15, on va avoir deux choses. Premièrement, l'élimination du code mort. Les serveurs action inutilisés ne seront pas exposés dans le bundle JavaScript côté client et ça va réduire la taille du bundle et améliorer les performances. Secondo, les ID action vont être plus sécurisés. Next va générer des ID non devinables et non déterministes pour permettre au client de référencer et d'appeler la server action et ces ID vont être recalculés périodiquement entre vos builds pour renforcer la sécurité de votre application. Admettons, j'ai un fichier action.js et ici j'ai deux fonctions, l'une pour modifier l'utilisateur, l'autre pour supprimer l'utilisateur. Donc on utilise bien la directive useServer pour indiquer à Next que ce fichier va être exécuté côté serveur. Et donc admettons, dans mon application, j'utilise simplement ma fonction ici updateUserAction et non le deleteUserAction. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais build mon application? Lorsqu'on utilise donc la commande npm run build, Next.js va détecter que cette fonction n'est pas utilisée dans votre
votre code et donc elle va la supprimer automatiquement. Ce qui fait qu'aucun ID et aucun point d'extrémité HTTP public ne sera créé pour cette action et ça va éviter donc une exposition inutile. Donc les server actions sont un puissant mécanisme pour exécuter du code serveur de manière sécurisée et efficace dans votre application et avec ces améliorations de sécurité, il est important de garder à l'esprit que tous les serveurs action doivent être considérés comme des points d'extrémité HTTP publics. Donc il est essentiel de suivre les meilleures pratiques pour sécuriser vos actions. La version 15 de Next.js introduit également un Static Router Indicator. Lorsqu'on lance du coup notre application, on a un petit indicateur ici, vous voyez, qui nous indique ici qu'on a une route statique. C'est pour aider donc les développeurs à identifier facilement quelles routes de leur application sont statiques ou dynamiques pendant le développement. Donc ça permet d'optimiser les performances en ayant une meilleure compréhension de la manière dont les pages vont être rendues sur votre application. Cet indicateur va vous offrir plusieurs fonctionnalités. Premièrement, elle va vous offrir un indicateur statique qui va s'afficher dans votre interface de développement et ça vous offre un repère visuel qui va distinguer les routes statiques aux routes dynamiques. Second point, après avoir exécuté le npm run build, vous allez pouvoir consulter la sortie et voir la stratégie de rendu appliquée à chaque route de votre application. Ça va vous permettre de vérifier si vos routes sont correctement optimisées. Troisième point, l'amélioration de l'observabilité. C'est une mise à jour qui consiste à améliorer la capacité d'observation et ça facilite la surveillance, le débugage et l'optimisation de votre application. Avec Next.js 15, on a accès également à un nouveau composant, le Form Component, qui vise à améliorer l'élément HTML form traditionnel en ajoutant des fonctionnalités avancées comme le prefetching, la navigation côté client ou encore l'amélioration progressive. Ça rend le développement de formulaires beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Par exemple, admettons, j'ai un input de type search pour rechercher telle ou telle chose. Avant Next.js 15, on aurait dû ajouter énormément de code pour gérer le préchargement, la conservation de l'état et également la navigation, ce qui donnerait un petit peu ce qu'on voit ici à l'écran. Et bien grâce au component form, on va pouvoir alléger notre code. On va simplement apporter notre composant form via next/form. Puis à notre formulaire, on va ajouter un action, d'accord, pour spécifier les données du formulaire qui doit être envoyé, donc ici notamment à la route /search lors de la soumission. Et dans notre input, ce qui est important, c'est d'avoir notre attribut name, très important car il va déterminer la clé des données à envoyer lors de la soumission de votre formulaire. Et donc ça rend votre code beaucoup plus léger et on va pouvoir donc développer les formulaires beaucoup plus efficacement. Les fonctionnalités principales de ce composant vont être premièrement au niveau du prefetching. Lorsque le formulaire est visible à l'écran, le système précharge les données et l'interface utilisateur de chargement associée à la navigation et ça permet une transition rapide vers la nouvelle page lorsque le formulaire est soumis. Second point sur la navigation côté client. Donc lors de la soumission de votre formulaire, le composant va conserver les mises en page partagées et l'état côté client. Donc ça signifie que vous allez pouvoir naviguer vers une autre page sans perdre l'état actuel de votre application. Et ça améliore donc l'expérience utilisateur. Et troisième point, si JavaScript n'est pas chargé ou disponible pour une raison quelconque, votre formulaire va fonctionner toujours via un navigateur pleine page. Ça garantit que votre application est accessible même pour les utilisateurs avec des configurations limitées. Avec Next.js 15, on va avoir également une mise à jour au niveau du fichier d'instrumentation et de l'API Register qui va permettre aux utilisateurs de s'intégrer au cycle de vie du serveur Next.js pour surveiller la performance, mais également suivre la source des erreurs et s'intégrer en profondeur avec des bibliothèques d'observabilité comme OpenTelemetry. Premièrement, on aura un nouveau hook, le hook onRequestError, qui est conçu pour capturer les erreurs qui se produisent sur votre serveur et qui va envoyer des rapports à des fournisseurs d'observabilité. Donc ici, on a une fonction onRequestError qui va prendre trois paramètres. Premièrement, error, donc l'objet d'erreur qui a été lancé. Secondo, request, les détails de la requête à l'origine de l'erreur. Et troisièmement, le contexte, des informations contextuelles sur l'environnement d'exécution comme le routeur utilisé ou encore le composant serveur, etc. Et donc on a la fonction register qui est utilisée pour initialiser votre fournisseur d'observabilité préféré. Et dans cette fonction, vous allez pouvoir initialiser votre SDK d'observabilité comme Sentry, Datadog ou autre. Et ça permet à votre application de commencer à surveiller et à collecter des métriques dès qu'elles ont été lancées. JS15 introduit également une prise en charge expérimentale pour un contrôle avancé sur le processus de génération statique. C'est très utile pour le cas d'utilisation avancée qui nécessite un contrôle accru. Toutefois, il est recommandé quand même de rester sur les paramètres par défaut, sauf si vous avez des exigences spécifiques.
L'utilisation de ces options peut entraîner une augmentation de l'utilisation des ressources et des erreurs potentielles de dépassement de mémoire en raison justement de l'augmentation de la concurrence. Donc à utiliser avec parcimonie. Et donc ici, on va pouvoir déclarer dans notre fichier nextconfig.ts, ici expérimental, donc c'est un objet où il va y avoir trois options. La première option, Static Generation Retry Count, qui va déterminer combien de fois Next.js tentera de régénérer une page en cas d'échec avant d'échouer la construction. Ensuite, on aura le Static Generation Max Concurrency qui va définir le nombre maximum de pages qui seront traitées par chaque travailleur en parallèle. Et enfin, le Static Generation Min Page Per Worker qui spécifie le nombre minimum de pages devant être traitées avant de lancer un nouveau travailleur d'exportation. Ces nouvelles options permettent donc de mieux gérer la génération statique en fonction de nos besoins. Cependant, il est crucial de procéder avec prudence et d'évaluer l'impact potentiel sur les performances de votre application. 3 points à prendre en considération. Premièrement, les ressources. L'augmentation de la concurrence peut conduire à une consommation plus élevée des ressources système, ce qui peut engendrer des erreurs de mémoire insuffisantes, ce qu'on appelle out of memory. Secondement, faites des tests. Ces options sont expérimentales, donc il est essentiel de tester leur effet sur votre application et de surveiller les performances sur votre application. Et troisièmement, le cas d'utilisation. Utilisez ces options uniquement si vous avez des besoins spécifiques qui nécessitent un contrôle plus fin sur la génération statique. Petit point également à prendre en compte sur les mises à jour de cette nouvelle version, ça va être sur l'introduction et le support de ESLint 9 en réponse à la fin de vie de ESLint 8 qui a eu lieu le 5 octobre 2024. Il y a 2 points à prendre en compte, ça va être premièrement sur la compatibilité rétroactive. Next.js reste compatible avec les deux versions, ça signifie qu'on va pouvoir continuer à utiliser ESLint 8 si on ne souhaite pas encore migrer vers ESLint 9 et on a une migration douce. Second point, si on choisit de passer à ESLint 9 et que Next.js détecte que tu n'as pas encore adopté le nouveau format de configuration, il va appliquer automatiquement un paramètre pour faciliter la migration vers la nouvelle version. Parmi les nouveautés expérimentales que nous propose la version 15 de Next.js, ça va être également au niveau du React Compiler, un nouveau compilateur expérimental développé par l'équipe de React. Il va comprendre ton code à un niveau profond grâce à sa connaissance des sémantiques de JavaScript pur et des règles de React. Ça va lui permettre d'ajouter des optimisations automatiques à ton code, ce qui réduit le besoin de faire manuellement de la mémorisation à travers des API tels que UseMemo et UseCallback. Et donc en conséquence, ton code devient plus simple, plus facile à maintenir et moins sujet aux erreurs. Il y a 2 points à prendre en compte. Premièrement, l'optimisation automatique. Ce compilateur effectue des optimisations sans que tu aies à les configurer manuellement. Ça signifie que tu peux te concentrer sur le développement de fonctionnalités plutôt que sur tes performances. Et secondo, sur la réduction de la mémorisation manuelle. Ça diminue le besoin d'utiliser les hooks comme UseMemo et UseCallback et ton code devient plus lisible et maintenable. Pour commencer, on doit installer le plugin Babel associé au React Compiler. Donc on exécute la commande npm install babel-plugin-react-compiler. Et ensuite, rendez-vous sur le fichier nextconfig.ts. Une fois que le plugin est installé, on va pouvoir activer donc dans le nextconfig au niveau de expérimental le React Compiler en le plaçant à true. Et on peut également configurer le compilateur pour fonctionner en mode opt-in, ce qui te permet de contrôler comment les optimisations vont être appliquées sur ton application. Il faut savoir quand même que le React Compiler ne peut être utilisé avec Next.js qu'à travers le plugin Babel, car ça peut entraîner des temps de construction beaucoup plus lents, donc il est important de garder cela à l'esprit lorsque tu l'intègres dans ton application. Donc voilà pour le petit tour d'horizon sur les mises à jour de Next.js version 15. J'espère que ça va vous être utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des dernières sorties de vidéos. Généralement, il y a une nouvelle vidéo chaque semaine sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également si tu veux pratiquer sur des projets pratiques, que ce soit avec React ou Next.js. J'ai plein de petits projets sur la chaîne et également sur le site laminutedecode.io où d'ailleurs une formation est offerte à chaque inscription à la newsletter. Donc n'hésitez pas à aller checker, le lien il est en description. C'était tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.